Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à la présentation de votre journal. Voici les titres de cette édition. 2024 signe le 75e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'UNESCO. À cette occasion, et pour représenter le volet éducatif de l'organisation internationale, des élèves du lycée hôtelier Régnier 3 se sont occupés de préparer un dîner de gala à la maison de l'UNESCO ce jeudi soir. Nous les avons suivis. Et puis, pour appuyer cette célébration, nous recevrons Anne-Marie Boisbouvier, ambassadeur permanent auprès de l'UNESCO pour la Principauté. Nous retracerons ensemble 75 ans d'histoire commune. L'histoire de la Roca Team continue de s'écrire également en Euroleague. Hier soir, les Monégasques ont assuré leur 3e place de saison régulière. Nous reviendrons sur ce 23e succès européen acquis face au Bayern Munich. Et puis nous nous projetterons vers la journée de commémoration Pagnol-le Monégasque qui aura lieu ce mardi 16 avril. Un événement expliqué par Thomas Fouilleron et Vincent Vatrican. Ce jeudi soir, Monaco célébrait le 75e anniversaire de son adhésion à l'UNESCO depuis le siège de l'organisation. Et pour mettre en avant la branche éducation, la délégation monégasque a décidé de confier la préparation du dîner de gala, de l'accueil à la cuisine en passant par la salle, à des étudiants du lycée technique et hôtelier Régnier 3. Nos reporters Justin Adel et Thomas Deus se sont rendus sur place pour suivre les derniers préparatifs et la soirée. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Depuis 75 ans, Monaco est membre de cette institution spécialisée dont le siège se trouve à Paris. Et pour marquer le coup, des étudiants du lycée Régnier 3 sont chargés d'organiser un dîner, une manière pour la Principauté de montrer son savoir-faire et pour l'UNESCO de mettre en avant une de ses branches, l'éducation. C'est toujours un défi d'essayer de trouver, de démontrer la façon que nous travaillons et les résultats que nous faisons à travers des moments aussi extraordinaires que celles qu'on va voir aujourd'hui. Un dîner qui réunit son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, des représentants de l'État, mais surtout plus d'une centaine d'ambassadeurs, ceux des pays membres. Un événement qui a nécessité plusieurs mois de préparation. On a une quarantaine d'étudiants mobilisés aujourd'hui, des sections accueil pour s'occuper de l'accueil des personnalités, des élèves en service et des élèves en cuisine. Ils sont mobilisés depuis un petit moment maintenant puisque la première intervention de Mme Boisbouvier au lycée a eu lieu en septembre. 3 secteurs composés d'étudiants âgés de 17 à 21 ans environ. La précision, la rigueur, mais surtout le sourire doivent être au rendez-vous. Certains passent par toutes les émotions, mais pour tous, cela reste une fierté de représenter leur établissement. Non, ça va, je suis assez à l'aise, donc j'ai pas trop peur. Ça va. C'est un privilège, un honneur. Oui. Un peu de stress, mais aussi un peu d'adrénaline. C'est notre première fois, mais voilà. Ça va le faire. Oui, ça va le faire quand même. On n'a pas l'habitude, on a déjà fait des stages pour s'entraîner, apprendre du métier, et là, sur cet événement, c'est vraiment une première. Pour que tout soit parfait, les professeurs veillent aux moindres petits détails. Ils donnent des conseils, corrigent, tout en donnant les explications qui permettent aux étudiants de progresser. Car oui, même avec la pression de l'enjeu, tous sont là pour apprendre, s'améliorer et se perfectionner. Concernant le repas servi aux convives, tout tourne autour de Monaco. Le but, retrouver la principauté à travers les plats. Vous avez l'amuse-bouche, l'entrée, la viande, voilà, le dessert, enfin voilà. À chaque fois, on a les fiches techniques qui vont avec. Donc en fait, nos étudiants ont créé avec nous donc, ce plat. On a testé donc, au lycée la semaine dernière pour 40 couverts. Ça a été un galop d'essai pour pouvoir le reproduire aujourd'hui. Si en cuisine, certaines préparations sont faites depuis quelques jours en partenariat avec la maison Le Nôtre, tout se joue à la dernière minute. Le menu, lui, est indiqué à travers une production spéciale, une création signée elle aussi par les étudiants du lycée. Tout est prêt. Après plusieurs mois de préparation, les étudiants doivent maintenant faire face à la pression, celle de bien faire. Un dîner, organisé puis mis en œuvre avec brio, le tout sous l'œil lumineux d'une dénommée Dame de Fer. Ce dîner de gala était le 2e événement de la célébration des 75 ans de Monaco à l'UNESCO. Après le concert de l'OPMC à la scène musicale en février, les festivités vont se poursuivre tout au long de l'année pour marquer un véritable engagement de la Principauté aux côtés de l'UNESCO. Pour évoquer 75 ans d'histoire commune, nous recevons ce soir l'ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO,
Anne-Marie Boisbouvier. Bonsoir. Bonsoir Yannick. En célébrant le 75e anniversaire de son adhésion à l'UNESCO, c'est une façon pour la Principauté de réaffirmer son plein engagement au sein de cette organisation des Nations Unies. Pour Monaco, c'est une façon vraiment de confirmer notre attachement à cette organisation internationale, d'autant plus, je dirais, dans ces périodes encore plus troublées aujourd'hui. Et cet attachement fort que nous avons maintenant depuis 75 ans, c'est une bonne opportunité de mettre en lumière le travail effectué par cette organisation. Si on remonte aux origines, dans les années 40, qu'est-ce qui avait motivé cette adhésion ? L'UNESCO a été créée en novembre 1945 et la Principauté en est devenue membre donc l'année suivante, en juillet 1946. Et ça s'inscrivait après 2 guerres mondiales à 20 ans d'écart. Donc le souhait fort des nations était de trouver des moyens pour pouvoir collaborer dans un esprit de paix. Et pour moi, je dirais que Monaco, son souhait de se retrouver dans cette organisation s'inscrit depuis plus longtemps, puisque vous vous en souvenez, le prince Albert Ier, en 1903, avait créé l'Institut de la paix, qui avait pour objectif de régler pacifiquement des différends entre pays. Donc c'est une suite logique, j'allais dire, et un souhait fort et marqué de Monaco dans ses valeurs de collaboration entre pays pour trouver des terrains d'entente, et là plus particulièrement au niveau de l'UNESCO, au travers de l'éducation, de la science et de la culture. En 75 ans, quels ont été les projets les plus emblématiques soutenus au fil des années par Monaco ? Nous avons notamment eu la possibilité, au niveau d'une collaboration avec un pays, en l'occurrence la Mongolie, de pouvoir effectuer des missions archéologiques dans ce pays pour mettre en valeur le patrimoine de celui-ci, notamment avec des échanges archéologiques de missions sur place avec des experts du musée d'anthropologie, et qui a abouti, et j'en suis vraiment très heureuse, lors de la conférence générale de 2023, à l'inscription de ce que l'on appelle les pierres de cerf, c'est-à-dire des pierres un petit peu comme des petits menhirs, où sont gravées des têtes de cerf. Donc ces têtes de cerf, c'est l'âge de bronze, et ça a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO par la Mongolie tout récemment. Donc il y avait ce projet en Mongolie et peut-être un autre projet ? La commémoration de la journée de l'Holocauste, qui est commémorée tous les 27 janvier. La Principauté a toujours répondu présent à cette commémoration qui a pour but de donner aux jeunes un travail de mémoire, un travail de souvenir également pour la Shoah, et pour pouvoir justement transmettre des informations qui peuvent se diluer dans le temps. Aujourd'hui, comment se traduit le lien étroit entre Monaco et l'UNESCO ? La Principauté, évidemment, s'attelle à travailler sur les grandes missions de l'UNESCO, au travers de l'éducation, la science, la culture, mais également la commission océanographique intergouvernementale. Cette commission océanographique travaille sur les questions qui sont pour nous d'importance, puisque c'est lié à tout ce qui est mer et océan au niveau scientifique. C'est également la commission qui est en charge du travail de promotion et de réalisation de la décennie des sciences océaniques qui a été décidée par l'ONU. Il y a un certain nombre d'initiatives que Monaco a pu prendre dans ce cadre-là, notamment apporter des bourses d'études pour des pays sur tout ce qui a trait en fait à des études sur les côtes, donc pour des jeunes chercheurs qui auraient besoin de ce financement, et plus particulièrement dans des pays qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de moyens, donc à destination de ce qu'on appelle les SIDS, les Small Island Developing Countries, donc les petits États insulaires. Au début du mois de février, un concert était organisé à la scène musicale pour marquer le lancement des célébrations de ce 75e anniversaire. Hier se tenait cette soirée de gala. Y aura-t-il d'autres événements jusqu'à la fin de l'année ? Oui, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y en aura 2 autres. Un au mois de juin, ça se déroulera à l'Opéra Royal de Versailles, en présence de Madame Cecilia Bartoli et de John Malkovich, l'acteur, qui lira des textes. C'est ce qu'on appelle un duel de genre. Et le deuxième événement sera un événement plus de science, mais lié en fait à des actions qu'effectue la Fondation Prince Albert II en matière environnementale, avec un concours de photos. Et donc
les lauréats de ces concours de photos au mois d'octobre ici à l'UNESCO. Éducation, sciences, culture, tous les pans finalement de l'UNESCO seront représentés pour ce 75e anniversaire. Exactement, c'était le but de cette année pour reprendre vraiment les piliers et les actions menées par cette organisation qui aujourd'hui démontre toute sa pertinence. Merci beaucoup Anne-Marie Boisbouvier d'avoir été avec nous sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie. Très bonne soirée. Revenons en Principauté où la Roca Team a assuré hier soir sa 3e place du classement à l'issue de la saison régulière d'Euroleague. Face au Bayern Munich, les Monégasques ont obtenu leur 23e victoire européenne, le plus gros total de leur histoire. Un succès d'un souffle, 89-85. Voici le résumé de la rencontre. On pourrait appeler cette Roca Team Dr Jekyll et Mr Hyde. Dr Jekyll, c'est la Roca Team en mode rouleau compresseur. Une équipe capable d'inscrire 52 points en une mi-temps et d'en encaisser seulement 30 face à une formation d'Euroleague comme le Bayern Munich. Dr Jekyll, c'est une confiance inébranlable qui donne lieu à des actions d'éclat, une décontraction et une facilité qui font passer le Bayern pour une équipe de seconde division. Mais Dr Jekyll, c'est aussi un professionnalisme qui se laisse peu à peu ronger par Mr Hyde. À plus 24 dans le 3e quart-temps, les Monégas showmen et dominateurs disparaissent. Tout à coup, le rapport de force s'inverse et voilà Mr Hyde qui montre toute sa fébrilité et son laxisme. Entre les 3e et 4e quarts, le Bayern passe un 24-5 à Monaco et revient à seulement 4 points. Les opportunistes s'appellent Carsen Edwards et Sylvain Francisco. Tout à coup, devenus intenables face à Mr Hyde. Les deux arrières inscrivent ensemble 43 points. Sur ce panier de Devin Booker, Monaco n'a plus que 2 points d'avance à 2 minutes de la fin. Mike James, 17 points, 12 passes, prend le match à son compte et va provoquer des fautes qu'il convertit sur la ligne des lancers. La Roca Team tient à sa 3e place et c'est Alpha Diallo, le meilleur marqueur monégasque, qui pose le point d'exclamation de cette rencontre lors d'une soirée qui aura vu les Roca fans passer par toutes les émotions. You know, it happened many times this season, and the thing is, like, these type of things cannot happen. You know, okay, if it happens occasionally, once or twice, it's okay, but now it's consistently happening. So it shows that at some point we stop playing, stop following, stop playing defense, stop following coach's plan, and you know, these are the things that individually as a players we have to work on. L'essentiel est assuré, comme l'année passée. Monaco aura l'avantage du terrain pour les playoffs. La Roca Team termine sa saison régulière à la 3e position avec 23 victoires, 2 de plus que son précédent record. That was our goal coming into the beginning of the year, you know, to be better than what we did last year. So we did that, and we're in a good spot right now. So we got it. That's something to be proud of, and we're happy about that. But you know, there's another season coming up, so we got to be prepared. Les quarts de finale se joueront entre le 23 avril et le 8 mai. En attendant, les Monégasques enchaînent avec la Betclic Elite ce samedi à Dijon. Coup d'envoi, 21h. Depuis 2010, le gouvernement princier, le centre hospitalier Princesse Grace, l'association médicale d'entraide et la direction de la coopération internationale ont mis en place un partenariat fructueux sur des échanges de compétences autour de la celluliochirurgie. Un partenariat au bénéfice du centre hospitalier de Pikine à Dakar pour opérer des pathologies gynécologiques bénignes ou plus graves comme des cancers. Un projet qui compte désormais sur le soutien d'un nouveau collaborateur, la fondation QOMO. Hier, la signature de ce nouveau partenariat entre les différentes entités a eu lieu au CHPG. L'occasion de parler des prochaines avancées qui se tiendront à Pikine grâce à l'appui de cette collaboration. Écoutez le gynécologue Jacques Réga à la tête de ce projet depuis 14 ans. Il est au micro de Christine Datomel. Ce qui leur manquait de façon importante, c'est l'acquisition du ganglion sentinelle que nous on utilise ici, qui permet de ne pas faire des curages complets, mais d'enlever juste le premier ganglion de la chaîne, ce qui change tout au niveau des suites chirurgicales. Et donc, par rapport à cette nouvelle technologie, ils ont besoin de matériel, évidemment. Il y a déjà des chirurgiens qui sont venus chez nous et qui ont vu l'application.
Maintenant, c'est sûr que moi j'y vais, on est encore au stade de l'achat du matériel là-bas. Donc on va acheter le matériel à une société de chirurgie et la mise en place. Ça va être la mise en place du matériel, la première mise en place. Et après, il y a un chirurgien qui va venir se former chez nous pour une meilleure application de cette technologie. Le centre de Pikine a un gros recrutement. La publicité s'est faite sur la celluliochirurgie puisque la celluliochirurgie se fait maintenant régulièrement à Pikine, pas forcément dans les autres centres. Donc oui, ils ont un fort recrutement et il y a plusieurs chirurgiens. On a formé en tout 10 chirurgiens quand même à Monaco et 4 infirmiers de bloc, donc ça fonctionne, oui. En bref, Monaco renouvelle son enquête sur les comportements à risque des adolescents. C'est une enquête menée tous les 4 ans dans une trentaine de pays pour laquelle la principauté participe pour la 5e fois. L'objectif est d'étudier les comportements de santé, le mode de vie et les consommations d'alcool, tabac et autres drogues des adolescents de 16 ans et plus. L'INSEE, en collaboration avec la DENJS et Extended Monaco, a récolté les questionnaires remplis par plus de 1300 élèves ce mercredi 10 avril. Les résultats seront publiés dans le dernier trimestre 2024. Mardi prochain, la principauté rendra hommage à Marcel Pagnol lors d'une journée de commémoration intitulée Pagnol, le monégasque. L'occasion d'en connaître un peu plus sur le lien fort qui unit l'écrivain provençal à Monaco. Entre tables rondes, découverte d'archives inédites ou encore projection du film La femme du boulanger. Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier de Monaco, ainsi que Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, vous explique cette journée au micro d'Anaël Marquez. Cette commémoration de Marcel Pagnol à Monaco s'imposait en quelque sorte dans l'année qui suivait le centenaire du prince Régnier III. Tellement l'amitié entre Marcel Pagnol et le prince Régnier a été vive. Marcel Pagnol a même été à un moment presque le mentor du jeune prince Régnier. Dès 11h, le prince souverain se rendra au square Marcel Pagnol sur la place des Moulins et un hommage national protocolaire sera rendu autour de la stèle, avec l'effigie de Marcel Pagnol, avec les enfants des écoles de la Principauté. Ensuite, à 15h, au Théâtre des Variétés, aura lieu une table ronde, une ciné-conférence, telle que nous essayons depuis quelques années avec Vincent Vatrican de les concevoir entre Archives du Palais et Institut audiovisuel. Et avec cette discussion, cette table ronde, il y aura évidemment moult archives inédites, issues des archives du Palais, issues de l'Institut audiovisuel, issues surtout des archives familiales Pagnol, avec des correspondances savoureuses échangées entre Marcel Pagnol, le prince Régnier, le prince Pierre, la princesse Grace. L'importance du cinéma chez Pagnol était pour moi importante. On en parlera à la conférence et évidemment, le soir, place au grand écran, place au cinéma. Pourquoi La femme du boulanger ? Plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pour moi un vrai coup de cœur. C'est à mes yeux, avec Manon Dessources, le plus grand film de Marcel Pagnol. Également parce qu'il est tiré d'une nouvelle de Giono, Jean Le Bleu, et qu'on y voit tout ce qu'on aime chez Pagnol, la sensibilité, la compassion et l'extraordinaire humanité des personnages. Le musée océanographique recrute. À l'approche de la saison estivale, le musée souhaite renforcer ses équipes pour faire face à l'augmentation de l'affluence. C'est dans cette optique que s'est tenue aujourd'hui une journée de recrutement. Christine Datomel et Alexandra Marangoni y étaient. Agent d'accueil, assistant comptable, vendeur, caissier, animateur, technicien, 22 postes au total à pourvoir. Et ce matin, dès 10h, de nombreux candidats se pressaient devant l'entrée du musée océanographique, comme Anton, un étudiant cherchant un poste pour pouvoir travailler cet été. Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir parce que depuis que je suis petit, j'ai eu l'occasion de visiter plein de fois le musée. Et quand j'ai vu qu'il y avait une annonce de recrutement, ça m'a donné envie de venir travailler dans le musée que j'ai tant pu voir quand j'étais petit. Des emplois saisonniers donc à occuper d'ici quelques semaines au sein des différents services du musée océanographique, avec des missions et des enjeux multiples, mais des postes en CDI également, le musée séduisant
encore de nombreux profils. C'est un lieu de prestige en fait, c'est un honneur de travailler à Monaco. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et aussi le poste qui correspond tout à fait à mes expériences en fait. Comment ça s'est passé cet entretien ? Écoutez, c'était très intéressant, l'accueil était chaleureuse, malgré que je n'étais pas assez préparée. C'était un poste qui m'intéresse vraiment. C'est en CDI, assistante comptable. Au cours de cette journée de recrutement, les responsables des services concernés ont donc pu rencontrer, lors d'entretiens individuels, plus d'une centaine de candidats aux profils différents. Les réponses seront données d'ici une quinzaine de jours. Aujourd'hui, l'association Semeurs d'Espoir Monaco se trouvait dans la galerie commerciale de Fontvieille pour une grande collecte de produits alimentaires et hygiéniques. Leur but, récolter le plus de dons possible pour ensuite les offrir aux plus démunis lors de leur prochaine maraude. Un reportage d'Anaël Marquez et Camille Caloni. Boîtes de thon, tablettes de chocolat, compotes ou encore dentifrice et bains de bouche, les caisses de l'association Semeurs d'Espoir Monaco se remplissent petit à petit. L'objectif d'ici demain est de récolter l'équivalent de 1500 sacs de produits alimentaires et d'hygiène pour venir en aide aux plus démunis. À chaque fois que nous intervenons sur le terrain, nous aidons entre 30 personnes sur Menton et une centaine à 110 personnes sur Nice. Depuis la Covid, on a eu une accélération du nombre de personnes qui ont de plus en plus de besoins, que ce soit dans la grande précarité ou alors dans les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qu'on appelle des gens qui sont dans une certaine pauvreté sociale. À la sortie de l'hypermarché Carrefour, les bénévoles attendent patiemment les généreux donateurs. Et pendant ce temps, d'autres se trouvent directement dans les rayons pour informer les clients de la collecte et les inciter à y participer. Notre association, principalement son but, son rôle, c'est de faire des maraudes sur Nice et sur Menton chaque semaine. Là, aujourd'hui, on refait nos stocks et on a besoin de tout le monde qui vienne nous aider pour continuer notre action. Intriguées, nombreuses sont les personnes qui s'avancent vers les bénévoles et certaines n'hésitent pas une seule seconde à faire un petit geste. Je suis pour que chacun donne, aussi petit soit-il, quelque chose, parce que comme je dis, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si chacun donne, après, à la fin, ça peut être intéressant. Et si vous aussi, vous souhaitez faire partie de cette rivière en participant à la collecte, sachez que celle-ci se poursuit demain à Carrefour Monaco. Passons à vos prévisions météo de ce samedi avec Alban Gingembre. Bonsoir Alban. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Demain, c'est un grand ciel bleu qui habillera la principauté. Des températures très douces et un temps calme sont attendus, de quoi bien entamer le week-end. Il fera entre 15 et 25 degrés et en ce samedi 13 avril, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Ida. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec les plus beaux clichés de la journée au Monte Carlo Country Club où se sont joués aujourd'hui les quarts de finale du Rolex Masters. Les photos sont signées Manuel Vitali. Et retrouvez d'ailleurs les experts tennis sur notre antenne et sur les réseaux sociaux de Monaco Info pour un tour complet des actualités du Master 1000 de Monte Carlo. Passez une excellente soirée, à demain.